Arié Bensemoun, bonjour. Boker Bonjour Tov. Daniel. Merci Boker d'être Tov. avec nous ce matin à la fin d'une semaine particulièrement difficile et éprouvante, et ce n'est peut-être que une des premières semaines de cette épreuve qui nous est imposée, on va dire d'une certaine manière, aux Israéliens, aux Français, aux Juifs de France, à l'ensemble de l'humanité, on peut dire même de manière plus globale. Alors je voudrais avec vous, qui êtes le directeur général d'Elnet en Europe et qui avez à la fois un pied à terre ici en Israël, un pied en France et qui êtes capable d'analyser, on va dire, des situations différentes, avoir votre regard. D'abord, tout d'abord, comment vous interprétez la situation en France et ensuite, comment vous la comparez à celle qui se passe ici en Israël? Alors, je pense que les situations que nous vivons dans différents pays est assez similaire. D'abord parce que nous avons tous été surpris par l'ampleur de l'épidémie, cette pandémie qui maintenant touche la planète tout entière ou presque, en tout cas l'hémisphère nord c'est certain. La surprise d'abord, l'impréparation ensuite de la plupart des gouvernements. Personne n'était prêt à cette épidémie alors que le risque est connu depuis de nombreuses années, qu'il est parfaitement documenté, que nous avons eu des alertes avec le SRAS, le MERS, l'Ebola et le chikungunya et tellement d'autres. Et déjà en 2009, dans le livre sur la CIA, préfacé par Alexandre Adler, clairement, on indiquait la menace que représentait une épidémie. En 2015, cette vidéo de Bill Gates qui tourne un petit peu partout, qui décrivait clairement le risque épidémique. Alors c'est pas un complot, c'est pas de la prophétie, c'est simplement l'analyse d'un risque que chacun a pu identifier depuis très longtemps. Et d'ailleurs, ces épidémies-là, on les connaît depuis très longtemps, depuis le Moyen-Âge, depuis les grandes pestes, depuis la grippe espagnole de 1918. Bref, ce n'est pas quelque chose qui devrait nous surprendre, et pourtant nous sommes surpris. Donc la conséquence, c'est la désorganisation de la plupart des sociétés qui, n'étant pas préparées à faire face à cette catastrophe, eh bien, improvisent. Et cette improvisation, je pense qu'elle est elle est partagée par tout le monde. Les seuls qui peut-être ont réagi assez vite et qui n'ont pas vraiment improvisé sont les Chinois. D'abord parce que la Chine n'est pas une démocratie, donc c'est beaucoup plus facile d'imposer un confinement ou même une quarantaine à 60 millions de personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Mais grâce à cela, un pays d'1,5 milliard d'habitants s'en sort avec 3000 et quelques morts, ce qui est considérable, évidemment, mais rapporté à la population, c'est insignifiant. Si je peux me permettre de le dire comme ça, c'est toujours dramatique parce qu'on parle évidemment de vie humaine, mais par rapport aux centaines de milliers, voire aux millions qui auraient pu mourir, c'est effectivement un bilan extrêmement limité. Mais pour le reste, regardez ce qui se passe en Italie, qui a tardé à comprendre, qui n'a pas fermé ses frontières comme elle aurait dû le faire au moment où elle aurait dû le faire, sur des populations particulièrement fragiles. Regardez ce qui se passe en France, et les Italiens nous parlent, et je viens de lire ce matin un texte qui est un peu glaçant, un Italien qui parle aux Français en disant « je vous parle depuis votre futur », ça veut dire depuis l'endroit qui peut représenter ce qui va vous arriver. Et quand on voit qu'il y a eu 474 morts en une seule journée hier dans une ville du nord de l'Italie, c'est glaçant. Quand on voit qu'il y avait 89 morts de plus en France uniquement dans la journée d'hier, on a atteint 10 000 contaminés, 275 morts, pratiquement 1 millier de personnes qui sont en réanimation. Alors on pourrait dire, rapporté à d'autres pathologies, rapporté à la grippe saisonnière, que tous ces chiffres semblent finalement relativement faibles et qu'il ne devrait pas y avoir de quoi s'inquiéter. Or, il y a de quoi s'inquiéter parce que nous sommes dans un phénomène de propagation massive avec un doublement des cas tous les 2 ou 3 jours en fonction des situations et avec des conséquences, si nous ne prenions pas les mesures qui sont prises, qui seraient dramatiques. Alors donc, pour résumer mon propos, mon cher Daniel, la surprise, l'effet de surprise, on est étonné même de devoir s'étonner. L'impréparation des différents gouvernements, on en est encore en France à chercher des masques et des gants et des tenues pour protéger les soignants, je parle même pas des malades. Donc tout cela nous fait penser que nous sommes là face à ce que certains appellent le Black Swan, le signe noir, celui dont la naissance était totalement improbable et pourtant qui est arrivé. Alors, par rapport à Israël alors
Alors par rapport à Israël, je pense que ce que je viens de dire à propos de la France s'applique à Israël. Le confinement, que ce soit en France ou en Israël, aurait dû démarrer beaucoup plus tôt. Et en matière d'épidémie, les courbes sont assez implacables. Chaque heure, chaque jour que vous perdez, vous positionne de manière négative ou en tout cas sur la mauvaise courbe exponentielle de l'augmentation de la maladie. Malheureusement, en l'absence de capacité de test, de détection des malades, il n'y a pas d'autre solution que de freiner et d'arrêter la chaîne de contamination en isolant les gens. Alors on l'a pas fait assez vite. On l'a pas fait assez vite en France et je constate qu'on l'a pas fait assez vite aussi en Israël. Donc on n'est pas à l'abri de voir dans les prochaines heures, dans les prochains jours, une explosion du nombre de personnes contaminées. Alors le problème c'est toujours pareil, c'est le débordement, la saturation des services de santé, parce que la maladie en tant que telle, le Covid-19 bon, il est dangereux évidemment, il est mortel. On ne sait pas à quel pourcentage, parce que comme on ne connaît pas le nombre de personnes qui sont effectivement contaminées, on n'a pas assez de recul sur une maladie qui est assez nouvelle. On n'est pas capable de dire si c'est 1%, 2%, 3% ou beaucoup moins, comme par exemple la grippe saisonnière qui tue moins, qui est moins contagieuse, mais qui fait quand même en France seulement 10 000 morts. C'est 60 000 morts aux États-Unis, donc c'est considérable. Les chiffres sont considérables. Donc on en est là. Je crois que il n'y a pas un pays qui peut dire ce qui est important aujourd'hui. C'est pas tellement ce qu'on n'a pas fait avant, c'est ce qu'on va faire demain. Alors je pense que les Israéliens sont sur une pente qui me paraît plus intéressante, puisqu'ils sont en train de développer le test à très grande échelle. Parce que maintenant que tous les pays sont en confinement, à un moment ou à un autre, il va falloir se poser la question de comment on sort du confinement. On ne peut pas garder des pays de plusieurs dizaines de millions d'habitants arrêtés. C'est intenable. D'abord, les gens ne vont pas le supporter. Je suis confiné, d'autres le sont, depuis maintenant 3 jours, enfermé dans un appartement à Paris, en plus interdit de me rendre en Israël parce que les Israéliens ont pris une mesure qui va certainement s'imposer, de bloquer, de fermer complètement les frontières aux non-résidents et aux non-israéliens. Donc je suis empêché, alors que je le souhaitais, de me rendre en Israël pour y retrouver mes enfants, mes petits-enfants, mais bon, c'est la règle du jeu et je n'ai pas d'autre solution que de m'y soumettre. Mais donc le test va nous permettre d'identifier ceux qui sont contaminés et donc contagieux, et de les isoler et de permettre au reste de la société de reprendre une vie quasi normale. Mais c'est ça la sortie de crise. Les Israéliens sont en train de le faire. Les Français, pas encore. C'est une question de disponibilité des tests et je pense que un gros effort devrait être fait dans les labos pour produire ces tests, puisqu'on en a, c'est qu'on sait les fabriquer. C'est juste une question de capacité de production. Et je suis quand même assez étonné qu'on n'aille pas plus vite pour produire des tests. Alors oui, c'est une interrogation qu'on a évoquée également ici sur cette antenne, en Israël également. Je voudrais parler avec vous de la communauté, des communautés, puisque vous êtes avec Elnet aussi en contact avec la communauté juive américaine, les communautés juives américaines, les communautés en Europe. Comment elles vivent cette situation tout à fait particulière? Comment les communautés s'organisent dans les communautés juives ensemble? Je vais vous dire une chose, le problème c'est que là, les communautés sont mises entre parenthèses, puisque les centres communautaires sont fermés, les centres d'études sont fermés, les écoles sont fermées et les synagogues sont fermées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous sommes des citoyens lambda, on est reclus chez nous et obligés que nous sommes de vivre confinés, donc isolés, et nous sommes dans cette période de préparation des fêtes de Pessah. Voilà, donc on vit, voilà, si j'osais, je dirais que la France a jamais été aussi laïque que pendant la période de confinement, puisqu'il n'y a plus un espace religieux qui fonctionne, et on est tous des citoyens respectueux de la loi du pays et qui se conforment en tout point aux règles du confinement. C'est intéressant parce que cette crise, finalement, nous renvoie à tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés et nous oblige à les régler d'une manière assez coercitive. Et ça nous donne évidemment beaucoup à réfléchir. Alors justement, à propos dans le même bateau et... Voilà, à propos de la réflexion et on va dire d'une forme de solidarité qui nous est imposée d'une certaine manière. Nous enregistrons cette émission le 19 mars 2020. Il y a 8 ans, vous étiez
au cœur de la tragédie de Toulouse, puisque vous étiez à l'époque le président de la communauté juive de Toulouse et que vous étiez l'un des premiers à apprendre le massacre de Otsara Torah. Alors bien entendu, ce matin, on ne peut pas ne pas y penser également, et puis d'une certaine manière essayer de voir comment on tire des leçons. Les leçons de cette haine qui s'est exprimée ce jour-là, de la manière la plus terrible qui soit, et de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne sais pas si c'est le même combat, si c'est le même message, s'il faut savoir lire entre les lignes, s'il faut savoir interpréter une certaine réalité qui nous est imposée d'une manière ou d'une autre, que ce soit dans le cadre de la communauté juive ou même dans le cadre de l'humanité entière. Quelle réflexion cela vous inspire ? Évidemment qu'il faut essayer de trouver du sens à ce que nous vivons. L'interprétation, c'est notre manière de voir et de penser la réalité. Ce n'est pas absolu, mais en tout cas c'est intéressant à considérer. Et oui, j'ai fait un tweet hier soir avant de me coucher en rappelant que nous sommes le 19 mars et que rappeler le souvenir de ceux qui sont tombés, de cet attentat absolument horrible, barbare, islamiste, contre Jonathan Sandler, ses enfants Arié et Gabriel, et la petite Myriam Monchonego, qui vient après les assassinats des militaires français, les 11 et 15 mars également à Toulouse et à Montauban. Rappeler cela, c'est se connecter avec la réalité du monde dans lequel nous vivons, et je disais, il y a un autre virus qui est celui de la haine des Juifs, qui est celui de la haine tout court finalement. Et ce virus-là, 8 ans après l'assassinat de Toulouse et Montauban, n'a pas disparu, au contraire, il est plus vivant que jamais. Et n'était-ce la crise du coronavirus, nous serions tous en train de parler de cette haine qui malheureusement s'est répandue, c'est une véritable pandémie qui s'est répandue dans le monde entier et dont nous avons beaucoup parlé ces dernières semaines, ces derniers mois, et on voit bien que nos sociétés sont en train de s'effriter, de s'effondrer. Je vais peut-être apparaître aux oreilles de ceux qui nous écoutent comme un peu cynique, mais finalement, ce virus, cette crise du Covid, elle nous met tous d'accord, puisqu'elle nous oblige à nous réunir, à nous rassembler, à être solidaires des uns des autres, et chacun comprend bien que sa sauvegarde dépend bien sûr de l'action qu'il va mener, mais également de celle des autres. Cette crise nous oblige à exprimer notre solidarité absolue entre tous les humains, quelle que soit leur origine, quelle que soit leur foi, et quel que soit le lieu sur lequel ils vivent sur cette belle et grande planète que nous appelons la Terre. Donc c'est intéressant de constater que finalement nous voyons aujourd'hui que tout ce que nous méprisions, tout ce que nous foulions il y a encore quelques jours au pied, nous sommes obligés de le reconsidérer et de voir de quelle manière nous pouvons en tirer de leçons. Alors, je ne tomberai pas dans le discours catastrophiste ou prophétique. Il n'y a aucune malédiction, il n'y a aucune punition divine. Il y a simplement un phénomène qui s'appelle la vie et qui nous oblige à nous comporter de manière convenable. Et lorsque l'on bafoue un certain nombre de grands principes, qu'on ne respecte plus les règles essentielles, parce que la société humaine, c'est une société qui doit vivre en harmonie et en équilibre. Si cette harmonie et cet équilibre est rompu à un moment ou à un autre, eh bien, il se passe des choses graves à l'échelle de l'humanité tout entière. C'est exactement ce à quoi nous sommes aujourd'hui confrontés, et on pourrait évidemment prolonger l'exégèse et l'interprétation beaucoup plus loin. Et je crois que chacun est capable de comprendre que ce à quoi nous sommes confrontés aujourd'hui nous renvoie à l'essentiel. Eh bien, Aryeh Ben-Semoun, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. On vous souhaite Be'atzlacha, bonne chance ici et chez vous à Paris dans ce confinement dans lequel qui vous a été imposé d'une certaine manière, comme d'une certaine manière également ici à beaucoup de citoyens israéliens. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Est-ce que, Daniel, je peux rajouter juste une chose? Ce Shabbat, nous allons lire la paracha Pécoudé. Oui. Je me trompe? Non. Donc, c'est Pécoudé, on va faire les comptes, oui. Oui. Eh bien, il est temps de faire son cheshbon nefesh, son examen de conscience, et de faire ses propres comptes avec soi-même, son entourage et avec le ciel. Shabbat Shalom à tous. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Aryeh Ben-Semoun, et à bientôt.